Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Encore une fois, merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG. Vous nous écoutez du côté de Lola sur 99.7. Merci à vous qui nous regardez à la télévision également. Moussa Moïse, on s'intéresse évidemment aux 100 jours de Kassori Fofana. Il faut le rappeler, Abakar Diallo plutôt. Tiens là, bien. Les 100 jours de Kassori, forcément, parce que ça tombe sur aujourd'hui, je crois, il y a des médias qui sont allés un peu plus vite en besogne. Si vous faites vos calculs, vous comprendrez que ça tombe soit sur aujourd'hui ou demain. Parce qu'il a pris fonction le 24 mai, donc faites bien vos calculs et vous comprendrez. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire à propos de ces 100 jours passés par le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana, à la tête donc de la primature? Moi, je retiens fondamentalement deux choses. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a ce que j'appelle un début de l'expression de l'autorité de l'État. Et ça, c'est le premier pan donc, de mon analyse. Deuxièmement, il y a un certain nombre d'orientations stratégiques qui ont été faites et qui, de mon point de vue, je l'assume, vont dans la bonne direction. Donc, dans un premier temps, j'ai dit qu'il y a comme un début d'expression de l'autorité de l'État. Parce que ce qu'on a toujours reproché à la gouvernance Alpha Condé depuis 8 ans, c'est la quasi-inexistence de l'État. L'État foutu le camp, l'État est inexistant, et c'est ce qui laisse place à de la chienlit, à du désordre un peu partout, dans la circulation, au sein de l'administration. C'est un peu la sainte pagaille. Dans les discours politiques, chacun se croit totalement tout permis dans notre pays. Vous voyez aussi les luttes syndicales qui sont menées et qui parfois prennent complètement le pays en otage. Donc on a vu, on a constaté tous ces désordres. Vous avez vu avec l'arrivée de Kassori, au-delà des mots, il y a quand même l'État qui fait son retour progressivement. Et comment? Et comment? Parce que je l'explique. Très bonne question. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention ce bras de fer autour de la question du carburant. Vous avez vu que semaine après semaine, c'était des grèves, des mouvements de grève, de journées villes mortes, de journées sans activité. Moi, je ne plairais pas cette l'autorité. Honnêtement, si c'est pour diviser, pour régner, parce que beaucoup de choses sont dites, évidemment, Bakar, on a vu. Vous m'avez demandé comment? Je ne vais pas toi rentrer dans le décor sans dire un mot, mon cher. Non, pas du tout. Non, mais pas du tout. Je n'ai pas dit que l'État doit mater, ou l'État ne peut exister qu'en matant. Je n'ai pas dit cela. Mais et on ne peut pas permettre non plus que notre pays soit bloqué de cette façon, qu'il y ait qu'on vive au rythme des journées sans activité, des journées villes mortes, des journées perdues, de manifestations de rue. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir raison garder, parce que ce qui s'est passé sur le carburant, et tout le monde sait que c'était une situation qui était une réalité à l'international. Parce que le prix du baril était monté, donc avait pris de l'ascenseur au plan international. Plusieurs pays avaient procédé donc à des réajustements du prix des produits pétroliers à l'international. Deuxièmement, les accords qui ont été signés ici entre le gouvernement, le patronat et les syndicats, ces accords prévoyaient que lorsque le prix du baril dépassait les $57, donc que le gouvernement puisse procéder au-delà de 2016. Parce qu'il y a eu de la confusion autour de ces accords. Justement. Parce que ces accords étaient tombés en désuétude, parce qu'ils se limitaient à fin décembre 2016. Passé donc ce cap, le gouvernement, au-delà de $57, avait la possibilité donc de procéder à ce réajustement. Et tout le monde connaît tout ce qui avait comme impact des subventions que l'État supportait en matière de fourniture de carburant à EDG, mais aussi tout ce que l'État perdait sur le prix du litre en Guinée. Donc à un moment donné,
ça grevait les caisses de l'État, et il y avait des impératifs aussi à respecter avec les partenaires financiers internationaux. Donc, moi, je ne défends pas l'État, mais justement, parce je vois que on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Il y avait des contraintes. Justement. Il y avait des contraintes. Les grandes gueules. Des contraintes auxquelles il fallait faire face. On ne pouvait pas continuer à je me perdre souviens, bien avant qu'on parte en vacances. Deuxièmement, bien avant qu'on parte en vacances, c'est Sidya Touré qui a donné le temps dans ce studio. Est-ce que vraiment c'était si nécessaire de passer comme ça avec toute la force, avec l'arrogance? On a vu un petit peu ce qui s'est passé à Bakar Diallo. Il n'y a pas eu d'explication en ce qui concerne évidemment cette augmentation. Je suis d'accord. Je suis d'accord que moi c'est ce qui m'a choqué. Non, je suis d'accord que à dire qu'on pouvait marcher sur les gens comme ça, passer comme si c'était un royaume. Mais non, pas marcher sur les gens. J'assume ce que je dis. Moi la manière. La manière m'a dérangé, honnêtement. Oui, je suis d'accord que on peut reprocher des choses à la manière par laquelle on a fait passer cette pilule. Je crois que par le passé, il y a des rencontres qu'on organisait pour s'entendre sur les mesures d'accompagnement et pour informer les partenaires sociaux qui sont les syndicats et les patronats. Mais cette fois-ci, le Premier ministre n'a pas procédé ainsi, même si dans son cas, on défend qu'il avait bel et bien reçu les syndicalistes, mais qui, donc à l'issue de la rencontre, il n'aurait pas eu d'accord. Et lui, il avait un deadline à respecter, donc il est passé. On peut estimer que c'est un passage en force. Oui. Donc ça c'est un fait. Les grandes mais gueules. Je continue à croire que à un moment donné, il faut quand même faire face à cette chienlit dans notre pays, à ce désordre, et le pays ne peut pas continuer à être pris en otage, je l'assume, par des syndicats qui, encore une fois, ne défendent qu'une infime partie de la population. Alors, absolument, Lamine Guirassy, je te rejoins sur ce point de vue-là. La communication, il y a un sérieux problème là-dessus. Ouais. Le peuple n'a pas été associé à cette mesure-là. Alors, au niveau de l'équipe gouvernementale, l'argument qui a été avancé, c'est que la Guinée est le seul pays où il faut aller s'asseoir, discuter, dialogue, avant de prendre une telle décision. Ce qui est faux. Le 8 mai dernier, en Côte d'Ivoire, l'association des consommateurs s'est organisée pour lutter, pour s'opposer à une mesure de hausse du prix du carburant. Au Bénin, c'est la même chose. Au Togo, au Burkina Faso et même au Mali, l'État ne s'assoit pas tout seul pour prendre la décision de hausser le prix du carburant. Mais il y a eu 3 augmentations en l'espace de 6 mois en Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. Permets, Aboubacar. Il faut le noter. Je vais y venir, et tu vas comprendre. Le souci qu'il y a là-dessus, c'est qu'il y a eu beaucoup de mensonges autour de cette communication gouvernementale. Ils ont dit au peuple que la Guinée est un pays d'exception et qu'il fallait revenir à la normale, ce qui est faux. Ça se passe ailleurs, autour d'une hausse aussi cruciale que celle du prix du carburant, il faut consulter. C'est ce qui se fait. De l'autre côté, ils étaient en train d'envoyer des messages. Le carburant coûte plus cher en Côte d'Ivoire, il coûte plus cher en Sierra Leone. C'est faux. Vous faites les équivalents, vous voyez en réalité que ça coûte encore plus cher dans notre pays. Ouais. On a fait ces équivalences, on ne peut plus mentir au monde. Il faut que nos dirigeants comprennent une chose. Nous sommes dans un monde ouvert, où on peut avoir accès à la même information que le Premier ministre, par exemple. Ça, c'est une réalité. Les grandes gueules. Aboubacar dit, l'État revient. L'autorité de l'État est en train d'être restaurée. J'ai envie de dire à Aboubacar, tout simplement, que ce gouvernement a réussi à faire, c'est d'ignorer le peuple. Le peuple a été ignoré, on nous a imposé des mesures comme ça, parce que simplement, ils ont mandat d'être nos gouvernants. Mais la démocratie fonctionne autrement. Il faut pouvoir associer le peuple aux mesures qui vont conditionner son existence. Le carburant, voyez ce que ça va faire, certes. L'État va dire, nous avons réussi. Le Premier ministre peut bien se bomber le torse pour dire, nous avons réussi dans cette lutte. Il peut peut-être gagner des points auprès du président Alpha Condé, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne la démocratie. Il faut entendre, absolument. C'est un gouvernement encore plus loin à des lieues, plus loin du peuple que ceux qu'on a eu par le passé. Et moi, je trouve que ce n'est pas l'État qui revient, c'est l'État qui continue de disparaître. Bien. D'ailleurs, c'est en contradiction totale avec le discours du président de la République lorsqu'il a pris la parole devant les femmes à l'occasion de la fête des femmes et il a annoncé un gouvernement proche du peuple. Oui. C'est là où je rejoins Tamba en lui disant que c'est un gouvernement à milieu du peuple. Aboubacar est en train de parler du retour de l'autorité de l'État. Il peint le désordre dans la circulation. Je vais dire à Aboubacar qu'il n'y a plus jamais eu de désordre dans la circulation aujourd'hui qu'hier. Il n'a qu'à faire le tour dans Conakry. La question de l'assainissement, on la reprend. Il y a eu tout un tintamarre autour de l'assainissement. Le premier samedi du mois, etc. Est-ce que dernier samedi du mois, etc. Est-ce que Conakry est devenu plus propre qu'hier en son jour, comme que je pose la question? Est-ce que ce sont
sont ces mesures de sortir, prendre le balai, balayer quelques kilomètres carrés de Conakry et publier ça sur Facebook et tout ça? C'est ce qui fait l'assainissement à Conakry. Je dis non, il faut des mesures beaucoup plus concrètes. Abaka est en train de parler du fait que le Premier ministre, à son arrivée, a fait le tour des QG pour discuter avec les politiciens. Certes, cela a apaisé la tension dans la cité, mais cela n'a pas résolu le problème politique. On s'est entendu de partager le gâteau d'une élection qui est arrivée à la base d'un fichier électoral qu'on a passé tout le temps contesté. Est-ce que le résultat de cette élection-là est juste? Moi, je dirais bien non. Alors, allons plus loin. C'est vrai aujourd'hui que la question du carburant revient sur la table parce que tout simplement, ça a été un passage en force, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'influences qui ont joué. On a même parlé de corruption à un moment donné. Est-ce que c'est de la manière dont l'État peut passer les mesures? Non. Je voudrais dire, on a parlé de mesures d'accompagnement en nous faisant croire qu'on va mettre 60 ou quelques bus turcs dans la circulation sur l'autoroute. C'est une honte. Des vieux bus. Et que ça va atténuer la situation. Comme si le peu de personnes qui empruntaient ces bus-là sont les seules personnes qui sont frappées par la mesure d'augmentation du carburant. Et ceux qui ont les automobiles, ils en font quoi? Eh bien, ils payent de leur propre poche. On a mis le train Conakry Express en marche, etc. C'est vrai. Bon, est-ce que ça a atténué la situation? Non. Il y a quand même 12 millions de Guinéens. Et combien de Guinéens empruntent ces bus et empruntent le train? Est-ce qu'on a pensé aux Guinéens de l'intérieur du pays qui, jusqu'à présent, tirent le diable par la queue? Je veux dire non. Il y a beaucoup de problèmes en cas. Le Premier ministre Kassouri Fofana nous avait annoncé une lutte féroce contre la corruption, à part la convocation de Paul Moussa et de l'autre de l'OGC. Oui, mais c'est arrivé en son temps. On l'a mis à son crédit, même si ce n'est pas lui. Est-ce qu'il y a eu d'autres mesures de corruption qui ont été prises alors qu'on parle des millions de dollars de détournements? Nous y viendrons au cours de cette saison. On parle de beaucoup de millions de dollars de détournements au sein du gouvernement. On a l'impression que ça n'a jamais été autant volé que lorsqu'on a annoncé de lutter contre la corruption. Donc je voudrais dire, c'est bien. On a été les premiers ici dans ce studio à croire à la personne du Premier ministre Kassouri Fofana à la veille de sa nomination. Non. Voilà, faut pas mettre tout le monde moi personnellement, et j'assume mes propos parce qu'à l'époque j'avais dit qu'il avait la poigne. Bah oui, je me souviens très bien. Vous vous souvenez très bien. J'avais dit qu'il avait la poigne, qu'il avait la personnalité, qu'il avait l'expérience, etc. Donc, à ce jour, est-ce que tu es dessus? Complètement dessus. Plus que je me rends compte que j'ai encensé plutôt un Premier ministre qui est venu démontrer au peuple que son côté bling bling prendrait plus le dessus. Et là, je me suis pas trompé. La mamaya de Cancan nous a suffisamment démontré. En jet privé. Évidemment, en jet privé. Et alors que c'était lui qui avait annoncé qu'aucun membre du gouvernement ne parrainerait une manifestation. On a essayé de défendre ça. Une mamaya, on a essayé de défendre ça en disant que le Premier ministre n'a pas parrainé. Qu'on vient de me dire s'il n'a pas parrainé, il a fait quoi? Donc je veux dire que c'est une déception totale, une grande déception à 100 jours, à mon avis, et c'est personnel, et j'assume mes propos. Le bilan ne peut être que négatif quand je fais la comparaison entre ce qui est vécu aujourd'hui et le discours du Palais du Peuple du Premier ministre. Voilà. Roby, allez-y madame. Non mais quand on parle par exemple de lutte contre la corruption, c'est bien que Paul Moussa Diawara et M. Sékou Camara aient été convoqués, même si on sait que il fallait s'attendre à cela, mais ça ne devrait pas se limiter à ça. Je pense que dans ce domaine-là, rien n'a été fait, d'autant plus qu'on a une ministre de la République qui a été condamnée du côté de la Belgique. Mariam Soguipa. Et il y a le nom de M. Kassouri qui se retrouve dans ce dossier et le gouvernement n'a même pas daigné donner des explications au peuple de Guinée. C'est pour vous dire jusqu'à quel point on a du dédain pour ce peuple-là. C'est le peuple qui les a mis là. Quand il se passe quelque chose ailleurs, les gens se précipitent, ils donnent des explications au peuple. Même si ce peuple-là se laisse tout le temps traîner par le bout du nez. Je pense que le peuple mérite son destin. Nous méritons ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui parce que nous mettons des hommes qui font ce qu'ils veulent et après il n'y a rien derrière, rien ne se passe, le peuple ne se bouge pas, le peuple ne réagit pas. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Guinée. Je voudrais dire par rapport à cette volonté que nous attendons, cette nouveauté que nous attendons, c'est difficile de faire du nouveau avec de l'ancien. Je suis d'accord avec vous. Je vous ai suivi ici quand on a mis Kassouri, tout ce qu'on a dit, tout l'espoir que les gens avaient. Moi, je n'avais aucun espoir. Pourquoi? Parce que je sais que ce pays-là, les gens sont forts en discours. Ils viennent, ils parlent, ils vous encensent, ils disent des mots. Après, il n'y a rien qui se passe. Sinon, le gouvernement aurait pu sortir un communiqué pour expliquer
expliqué ce qui se passait, ce qui s'est passé par rapport à la situation de la Belgique. Et cette dame aurait pu, dans d'autres pays, cette dame aurait démissionné. Elle aurait démissionné. Justement. Elle aurait démissionné pour une question d'image. Par rapport à la question de l'insalubrité dont vous parlez. Partez dans certains quartiers. À Amdalaï, je ne sais pas si ça a été ramassé. Pas plus tard qu'hier, ils ont curé les caniveaux, ils ont mis sur la chaussée, ça rétrécit la chaussée. C'est juste incroyable. On fait dans l'amateurisme. Il y a de l'argent qui est débloqué pour cela, mais comment c'est géré? Les gens veulent voir le Premier ministre arriver sur le terrain, ils le regardent, ils applaudissent. Après, tout le monde, chacun rentre chez soi. Je pense qu'il y a du chemin à faire. Allez-y, mon cher Moussa. Je pense que c'est l'un des charmes de la démocratie, c'est justement le fait que les gouvernés, le peuple souverain, demandent beaucoup plus et soient exigeants vis-à-vis des gouvernants. Je pense que c'est un véritable charme, même si le régime démocratique, à mes yeux, n'est pas tout à fait parfait. C'est un régime qui coûte assez cher et qui a ses défaillances. Alors moi, j'estime que Kassory Fofana, là où il a fait la différence d'avec ses prédécesseurs, c'est quand même le fait pour lui d'avoir osé, d'avoir eu de l'audace, de s'être jeté dans la gueule du loup. Parce que selon mes informations, et vous ne démentirez pas lorsque vous vous renseignerez, eh bien, il a mis sur la table son départ si le combat dans lequel il s'était engagé n'était pas soutenu par le chef de l'État ou s'il arrivait à être stoppé. C'est de l'audace. Je ne parle pas je ne parle pas d'abord. Ça, c'est les ont dit, Moussa. Je suis en train. Des grandes gueules. Je suis en train. Mais non. Écoutez, je suis désolé. Je suis en train d'aborder les 100 jours. J'ai pas fini. Ben oui, mais bon, alors, si vous dites qu'il a mis... Écoutez, Lamine. Honnêtement, quoi, Lamine, mais non. Écoutez, s'il vous plaît, c'est quand même... des grandes gueules. Non, on ne peut pas quand même être atteint de cécité et refuser de voir que c'était un pari risqué. C'était un pari risqué. Je ne parle pas. Écoutez, je ne parle pas du bien fondé des grandes gueules. Je parle de l'acte qu'il a pris, le courage qu'il a pris de le faire. Oui, mais le peuple ne le mange pas. À un moment donné, on sait que c'était une décision qui tombait mal. Vous pensez que la Guinée est sur le 6e continent? Moi, j'estime. C'est la bonne question. On ne parle pas d'abord de cela. Je parle d'un Premier ministre, excusez-moi, qui quand même démontre aux gens qui peut risquer son poste, qu'il peut aller de l'avant, qu'il peut s'engager au risque de perdre son poste. Maintenant, parlons du bien fondé de la décision. Vous êtes dans les couloirs, vous. Non, je me renseigne. Alors, j'ai entendu ça. Un Premier ministre qui avait vraiment dit, il avait dit que s'il devait reculer sur la question du prix du carburant, il partirait. Ça, il l'a dit. Sur la teneur même de la décision, sur le bien fondé, je suis d'accord avec tous les collègues que la méthodologie d'approche n'a pas été la bonne. L'explication au peuple, la préparation des consciences, voici des précédents, des préalables qui auraient dû être faits avant la prise de la décision. Elle est sortie, cette décision, nuitamment comme s'il s'agissait d'un voleur qui quittait une case où il avait tout volé. Je pense que la méthodologie n'a pas été la bonne. On aurait pu d'abord discuter avec les acteurs sociaux, notamment les syndicalistes, trouver un point de chute. Maintenant, il faut aussi qu'on se pose la question, nous autres, peuple, qu'on se pose la question sur ceux qui nous représentent, sur ceux qui défendent nos intérêts avec le gouvernement. Je veux parler de certains membres des structures syndicales. Ben, il n'y a pas de virginité dans la scène politique guinéenne, encore moins syndicale. Beaucoup d'entre eux ont été aux affaires. Ils ont pu être ministres dans ce pays. Les questions brûlantes qui reviennent aujourd'hui, ils auraient pu les résoudre. Ils n'ont même pas levé le petit doigt pour le faire à l'époque. Parce qu'on sortait du massacre quand même de 2007, dont personne n'en parle. On a l'impression que ce sont des poulets ou des moutons qui ont été tués en 2007. Eh bien, ils ont été au lendemain de ce massacre, portés à des postes ministériels. Ils n'ont pas parlé du dédommagement des victimes. Ils n'ont pas parlé également d'une enquête portant sur le massacre de 2007. Je veux seulement dire que lorsqu'on ose à un moment donné et qu'on nous refuse en tant que syndicaliste dans l'âme, parce qu'on peut être porté aux affaires et garder son âme de syndicaliste, ben il faut prouver en ce moment, comme M. Hulot l'a fait, quand ça ne marche pas, il faut prouver en ce moment qu'on a la possibilité de démissionner. Maintenant, sur la lutte contre la corruption, parce que Kassory l'avait annoncé, je pense que c'est un grand axe qu'il avait annoncé, je trouve que ce sont de menus frétins qui ont été présentés au peuple. On peut mieux faire. J'apprends auprès de lui qu'une enquête d'abord sera menée, un rapport sera demandé au corps d'inspection, parce qu'il ne faut pas oublier, les corps de contrôle doivent être assainis, ceux qui partent auditer doivent être audités. Il y a tellement de dossiers dont nous avons parlé ici,
dont les audits ont été bâclés. Les audits ont pris la direction de la mer. J'ai parlé du cas du port autonome de Conakry. J'ai parlé également de Niasdin. On nous a pris pour des fous. De Niasdin. Ouais. Il et faudrait... la directrice même est sortie pour démentir. Donc il faudrait que les corps de contrôle, soient contrôlés, soient audités. Ceux qui ne répondent pas aux critères, qu'on puisse nettoyer un peu, comme Abaka Ahmed dit, les écuries de GIAS. Maintenant, par rapport à cette question de partage du gâteau électoral, j'estime que jamais la démocratie, en tout cas sur le plan électoral, n'a pris une claque qu'au moment de ce partage. Je me suis souvenu de ma leçon d'histoire, la conférence de Berlin. Là où des gens se sont assis autour de la table, ont décidé de morceler l'Afrique. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont décidé de découper en morceaux la démocratie et de trouver une solution qui peut satisfaire certains grands partis politiques qui ne voient qu'aujourd'hui. Mais moi, je n'aimerais pas vraiment... Je serais surpris que l'UFDG ou le RPG, parce que ce sont les deux grands partis politiques qui ont été à la tête de ce partage du gâteau électoral, je serais très surpris qu'ils viennent nous dire que la démocratie n'est pas bien portée, n'est pas bien conduite, les grandes gueules de la part de l'UFDG. Je serais très étonné également que ce soit le même discours qui vient du chef de l'État. Moussa, moi, je vous oppose la question. Je suis écœuré parce qu'on aurait trouvé une solution. Vous, Moussa, écoutez, ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que vous auriez pu faire? Oui, parce qu'on était quand même dans la crise. Je réponds à ta question. Dès le début de cette crise électorale, j'aurais fait appliquer la loi. Lorsqu'on est en démocratie, le fait pour vous de vous entendre autour d'un partage, c'est pas ce que la démocratie. La démocratie, c'est un citoyen, une voix. Là où il y a des litiges, eh bien, faites voter les gens parce que les circonscriptions n'étaient pas aussi vastes. On aurait pu le faire. Mais ce qu'ils ont fait, c'est tout sauf un signe démocratique. Bien, je rappelle, Moussa, il a voulu évacuer une crise, mais ça donne une véritable claque. Merci, Moussa. Et ça rend unijambiste la démocratie. Bien, Moussa, voilà, vous utilisez les mots qui vous conviennent. Mais moi, je pense que la Guinée était, encore une fois, dans la crise, dans une crise post-électorale. Tu penses à Bakar, franchement, qu'il faut aller de compromis en compromis? Mais écoutez, j'ai fait mon raisonnement. J'ai dit que au sortir du 4 février, donc des élections communales, la Guinée, encore une fois, comme à chaque élection, la Guinée était dans une crise post-électorale. Il y avait un différent électoral sur un certain nombre de... J'y arrive. Il y avait un différent électoral portant sur un certain nombre de circonscriptions, une douzaine. Mais le pays était dans cette situation. Il y avait des manifestations. L'opposition menaçait à tout moment. Vous pensez que l'opposition aurait reculé sans obtenir satisfaction sur ces revendications? Vous pensez que le pays aurait retrouvé ce semblant de climat de paix Non, mais je te dis, pourquoi j'utilise semblant? Parce qu'il y a d'autres pesanteurs qui viennent encore une fois assombrir l'horizon politique. Mais cela n'est pas dû... n'est pas tributaire de la démarche politique, la solution politique qui a été finalement actée. Mais j'ai dit que quoi qu'il arrivait, il fallait quand même trouver une solution. Parce que l'opposition s'était cabrée. Et l'opposition avait sorti donc le chiffon rouge. Le chiffon rouge qu'elle continuait à agiter. Je pense que quand il y a eu cette rencontre du 2 avril, j'arrive Lamine, entre le président et le chef de file de l'opposition, les deux s'étaient accordés à trouver une solution politique à la crise. Mais je pense que c'est ce qui a été trouvé sans que la loi ne soit violée. La loi, non, c'est extrêmement important. Et je crois. Non, attendez. Encore la loi a été violée. Allez-y, madame. Comment on désigne? La loi a été violée parce que les votes des citoyens n'ont pas été respectés. Je conviens avec vous qu'il y a eu des problèmes à l'issue des élections. Mais ce sont ces problèmes-là que la classe politique était en train de gérer. Parce qu'il y a une frange de compétiteurs qui ont estimé qu'ils ont été volés, que des voix à eux ont été violées. Donc ils les ont réclamés à corps et à cri et il fallait forcément trouver ce. Je pense que tout le monde est d'accord qu'il y a eu des problèmes à l'occasion et un certain nombre d'acteurs impliqués dans le processus n'ont pas joué honnêtement leur rôle. Il s'agit notamment des magistrats, donc de tous les présidents de CACV, donc c'est eux qui ont foutu le bordel lors de ce processus. Et donc ce sont les conséquences de ces errements qu'il fallait gérer. Merci beaucoup, la crise était là, il fallait forcément trouver une solution. Allez-y, madame. Je pense à n'importe quel prix. Est-ce qu'on est au bout du tunnel? Pas à n'importe quel prix. Je voudrais poser la question à
Aboubacar. Je vous ai posé la question. Aboubacar Diallo. Mais je vous ai posé la question aussi à savoir. Attendez, Aboubacar Diallo. Vous avez fait quoi? Mais justement, je te posais la question. Il faut respecter la loi. Mais moi, je défends l'approche politique qui a été trouvée. Si tu le dis. Je défends. Allez-y, allez-y. Vous auriez fait quoi, Lamine? Non. Mais non. Quand même, sortez quelque chose. Non, mais à écouter Aboubacar Diallo, j'ai l'impression que dans ce pays, on devrait aller de compromis en compromis. Ce que je voudrais dire, ces élections auraient dû être organisées en 2011, après la présidentielle de 2010. Mais on l'obtient en 2018. Après cela, les gens ont voté. C'est comme si le vote des citoyens ne comptait pas. On s'assoit autour d'une table, on se partage le gâteau. Et prochainement, est-ce que vous pensez que certains Guinéens auront le courage d'aller voter? Ils n'auront pas le courage d'aller voter. Pourquoi? Parce qu'ils savent que même s'ils votent, après le vote, les gens peuvent s'asseoir quelque part et décider de faire autrement. Leur voix les voix ne seront pas prises en compte. Mais après ce compromis qu'on a trouvé là, est-ce qu'on est au bout du tunnel? Est-ce que c'est fini? Est-ce que comment on appelle, les maires sont installés? Jusqu'à présent, ils ne sont pas installés. Est-ce qu'on a une date à laquelle ces maires-là seront installés? Ça ne se voit qu'en Guinée. La Guinée est toujours exceptionnelle. Vous imaginez depuis février, mars, avril, mai, juin, juillet, on est au mois de septembre. Entre une élection et l'installation des exécutifs communaux, c'est juste extraordinaire. Je me demande où est-ce qu'on peut aller avec ça. Jusqu'à présent, il y a des problèmes. Parce que la moindre des choses aurait été de reprendre le vote là où il y a des problèmes. Là où il y a des problèmes. On aurait respecté la loi. La voix des citoyens aurait été respectée. Mais on fait un compromis, après vous nous dites que oui, il faut se réjouir de ça. Personne ne se réjouit de ça. En tout cas, tout bon citoyen, tout démocrate ne se réjouit pas de ce compromis. C'est une violation de la loi. Et comme on appelle, on a violé les droits des citoyens, le respect du vote. Le vote, il compte. Il est sacré. Allez-y. Plusieurs violations de la loi depuis la base. 2011, Moussa Hiro le rappelait, on devait aller à ces élections. Ça n'a pas été le cas. Les élections, on y est allé en 2018. Oui. Le contentieux a été juridiquement évacué. Oui. Les partis politiques, le plus grand parti politique d'opposition, celui dont on parle, celui que l'on prend au sérieux dans ce pays, l'UFDG a dit on n'est pas d'accord. Dans ce studio, moi j'avais dit je ne suis pas d'accord avec une forme de dialogue autour de cela. Si l'on a décidé de porter plainte et que la justice a fait son travail, après vous laissez libre cours. Mais bon, mais soit, on a dit c'était pas un bon travail de la justice. Tous on était d'accord et on est donc allé à ces négociations-là. D'abord, il faut comprendre une chose. Ces négociations avaient pour seul objectif de contenter un parti. Celui dont on a peur, celui qui fait trembler Sékou Touréa, c'est bien M. Selou Dalein Diallo. C'est ce qui a été fait. Vous avez vu, après la conclusion de cet accord-là, l'UFDG, non, ça c'est une autre paire de manches. Selou Dalein Diallo, après donc la conclusion de cet accord, Lamine, si tu permets, on a entendu l'UFR de Sidia Touré, qui s'était opposé à ça, qui a parlé d'un accord entre deux partis politiques. Ce qui était le cas. Mais aujourd'hui, Lamine Guirassy, Moussa Hiro l'a dit, il fallait aller à un autre vote. Parce que ça, ce serait le prix à payer pour le refus d'observer nos lois. Ça, c'est une chose. Mais moi, je suis aujourd'hui inquiet. Parce que de plus en plus, le peuple n'a plus la voix. Ce sont deux partis qui décident à la place de 12 millions. On va nous dire, oui, ils ont beaucoup de lecteurs. Mais quand vous prenez le nombre de militants de ces partis politiques, et ceux qui ne militent pas, la grande majorité de Guinéens qui ne militent pas, vous prenez ces deux partis qui décident, comme ça, dans un coin de bureau, de ce qui va être notre avenir. Moi, j'ai envie de dire, UFDG, RPG, soyez un peu humbles. Il faut savoir que le peuple, c'est celui-là qui est souverain. On doit décider, nous, pas eux à notre place. Ce n'est pas comme ça que ça se fait. Si l'on va dans cette perspective, autant supprimer les élections. Prenez RPG et UFDG, ils s'asseyent dans un bureau, ils vont nous dire, bon, les députés, voici ceux qui vont être députés à l'avenir. Finalement, ils décident à notre place. C'est ce qui fait que les crises de Kindia, c'est ce que nous sommes en train de voir à Kindia. Ce que l'on a vu du côté du Breka et d'un peu partout du côté de la forêt, suite à cet accord-là, est en train d'occurer. Sinon, normalement, on aurait pu éviter ce genre de rencontre parce que les élections locales, on l'a dit, ce sont des élections de proximité. Merci, Ceux qui sont élus doivent incarner le peuple et le représenter de manière valable. Ce n'est malheureusement plus le cas. Voilà. Allez, Moussa Moïse, c'est là. L'élection, elle est faite pour ça en système démocratique. Départagée par le vote des personnes qui aspirent à une même responsabilité, à un même poste. Alors, mais ce n'est pas ce qui s'est passé là. Moi, je vais vous dire, on a mis au grand jour le système de fraude, de vol, qui a pillon sur rue lors de toutes les élections en Afrique, notamment en Guinée. C'est exactement comme ça que ça se passait derrière le rideau. Vous allez voter en tant que citoyen, vous abandonnez votre champ,
vous abandonnez votre famille, vous faites des kilomètres, vous partez avec un bulletin de vote. C'est un énorme pouvoir ça que la démocratie vous confère. Vous partez, vous prenez toute la journée quelquefois avec toutes les difficultés et vous mettez ce bulletin dans l'urne. Et des gens, quelque part, sous prétexte qu'il y a une crise qui enfle, disent, eh bien, vous avez voté, c'est nous qui décidons de la direction que votre voix prendra. Eh bien, votre voix, on l'attribue à X, alors que vous avez choisi Y. Vous pensez que le peuple doit s'en féliciter ou bien accepter cet accord à minima? Je pense que ce n'est pas normal. Bien. Et je vais vous dire, on n'est pas en train d'installer des exécutifs communaux ou de mettre des maires qui seront élus à la tête de nos mairies. Nous sommes en train de substituer les délégations spéciales aux maires spéciaux sur des accords, sur des accords. Les grands gars. J'aime bien. C'est pas normal. J'aime bien. Un pays comme le Mali qui est déchiré par la guerre parce qu'un pan de son territoire lui échappe au contrôle de l'administration. Ce pays a réussi à mettre en place un calendrier électoral. Ils ont tenu la date du 29 juillet. Quelles que soient les difficultés que nous connaissons au Mali, ils ont tenu, même si après il y a une crise post-électorale. Et elle est inhérente au système démocratique. Mais ils ont tenu cela. Nous, on est incapable, un pays qui dit qu'il n'est pas en guerre, on est incapable d'avoir un calendrier électoral, de savoir à telle date nous devons aller à telle élection. C'est une honte. Voilà. Il faut que la classe politique mûrisse. Allez-y, mon cher. J'ai entendu dans ce studio ici que nous étions dans une période de crise. Il a fallu que le Premier ministre se lève et puis la situation est revenue sous contrôle, comme si la paix sociale ou la paix politique était revenue. Je vais rappeler à Abakar que ce contrôle. Abakar, il m'a fait dresser le cheveu ce matin. Et ce que je veux dire, Abakar, c'est que les élections communales se sont passées sur la base d'un fichier qui a été contesté avant. Deuxièmement, c'est que après qu'il y ait les résultats, après que ces contentieux qui apparemment troublaient les sommeils de mon collègue Abakar la nuit, puisqu'il parlait de crise qui a été résolue, après que ces contentieux se soient réveillés et qu'on ait décidé à un moment donné de faire un accord tripartite. À l'origine, c'était un accord tripartite entre le RPG et l'UFDG et l'UFR. Sauf que le président de la République, dans sa logique toujours de diviser pour régner, a décidé à un moment donné de rencontrer en catimini les deux camps. Et donc, ça a commencé par la rencontre avec l'UFDG pour dire, écoute, toi, tu me laisses pas dormir la nuit, mon pouvoir, il est vraiment chancelant quand tu parles, eh bien, asseyons-nous, discutons, tiens, le gâteau est là, dis-moi, mon frère, quelle part tu veux. Alors, Silou, écoute, moi, voilà, tu sais que je suis maître du terrain, je sais mobiliser du monde et qu'après, moi, je peux te faire trembler, donne-moi cette partie-là. Sauf que la rencontre, malheureusement, a été médiatisée après. Donc, on s'est rendu compte que ça ne peut pas se passer comme ça, tout le monde a compris. Et lorsqu'on a compris, la troisième partie aussi, eh ben voilà, vous avez partagé le gâteau, moi je suis pas gourmand, moi je veux ma partie de la Guinée-Maritime seulement, il n'y a pas que vous qui avez les dents pour mordre dans le gâteau, c'est lui à faire. Et à partir de ce moment-là, le président de la République a vite fait de prendre son cortège, venir au siège Sidia, sans même lui annoncer son arrivée, venir s'asseoir, discuter. Écoute, mon gars, c'est vrai qu'on l'a fait, c'est vrai qu'on t'a poignardé dans le dos, mais sois tranquille, il y a une portion du gâteau qui reste, eh ben dis-moi toi, qu'est-ce que tu veux là-dedans? Et lui dit non, moi je suis pas gourmand, moi je veux pas le territoire national, moi ce qui m'intéresse c'est ma base Guinée, donnez-moi ma part de base Guinée parce que j'ai quand même gagné là, etc. Voilà ce qui s'est passé. Bien. Et c'est triste pour notre pays que nous continuions comme ça. Abakar me parle de non-violation de la loi. La loi a été violée de bout en bout. On continue à le faire. Les accords politiques ne vont pas résoudre les crises politiques dans ce pays-là. Il faut qu'on soit pragmatique. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ce petit jeu de conciliabule entre les politiciens. Ça ne nous arrange pas. Ça n'arrange que les politiques. Voilà. Et nous sommes en 2018 et vous êtes au pays des daddies. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.